L'histoire de Mishka, le petit ours, commence au pire moment de l'hiver. Oh, j'ai peur qu'elle soit très triste, cette histoire. Tu crois qu'elle finira bien? Chut, écoute maintenant. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit ours qui se réveille tout triste un beau matin. Mishka. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre de chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Elisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, 2 boutons de bottines à la place des yeux, 3 points de laine à la place du nez. Oh, je me sens tout triste et dégoûtée. Elisabeth n'est pas gentille. Il lui faut 25 joujoux à la fois pour s'amuser. Oh, je suis si triste. Quand on ne lui plaisait plus, il n'était pas rare qu'elle vous jetât d'un bout à l'autre de la pièce, tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. J'en ai assez d'être un jouet ici. Je suis un ours après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire ce qui me plaît sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Or, depuis bien 5 minutes, un roitelet le suivait. Les roitelets, c'est farceurs. Ça a la queue retroussée et ça sautille par-ci, par-là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. J'avais bien cru pourtant entendre. Hein? C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdu sans doute au retour du marché. Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Tiens, grande bête de peau, va-t'en, s'il te plaît. Et voilà le miel. Que la vie est belle dans les bois. Jamais plus je serai un jouet. Ah, ça, non. Oh. Maintenant, j'ai envie d'aller faire une petite sieste en haut de l'arbre. Il s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Quand, c'est le soir de Noël. Quand, c'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir les malheureux et réparer les injustices. Tiens, je savais pas ça. Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur cette terre, assurément. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord. Grimpe vite, Mishka, tu m'aideras. C'est amusant. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté sage, petit joujou, aurait-il jamais connu une nuit pareille? Voilà la dernière maison. Ah, Lorraine, il n'y a plus rien dans ton sac. Oh? Et ma bonne action dans tout ça. Dans cette cabane, il y a un petit garçon malade. Ses bottes seront vite devant la cheminée. Ah, c'est si bon se promener tout seul. Alors Mishka fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne et, haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une, deux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une botte et attendit le matin. Oh, elle est déjà finie ton histoire? Est-ce que le petit garçon se réveille? Est-ce que Mishka est redevenu un jouet?
Mon histoire est finie. Oh, Père Castor! Père Castor, s'il te plaît! Oh oui, raconte-nous! Quand t'étais petit, Dis-nous, est-ce qu'il y avait des maisons, des voitures, des téléphones? Il y a très très longtemps, je n'étais pas né, il n'y avait ni voiture, ni téléphone et surtout pas de télévision. Il y avait de grandes forêts avec de grands arbres, avec des bêtes sauvages, des loups et peut-être même des dragons. Oh, est-ce qu'ils sont gentils les dragons? Dans l'histoire que je vais vous raconter, ils ne sont pas vraiment méchants. Cela se passe au Moyen-Âge. Dans cette grande forêt habitait une famille de dragons. Dragat, la maman dragon, et Dragaric, son époux, s'aimaient tendrement. Dragassan et Dragazouille, leurs 2 enfants, passaient leur journée à découvrir la forêt. Oh, ils auraient pu longtemps mener une vie paisible et tranquille, mais la coutume locale exigeait que chaque chevalier se mesure à un dragon pour prouver sa valeur. Et des chevaliers, il y en avait une multitude dans les environs. Dragaric était sans cesse dérangé et ne pouvait même plus déjeuner. Ce n'est pas possible. J'ai estourbi 18 chevaliers ce matin. Et en voici encore un qui veut se battre. Je viens seulement de commencer mon omelette au soufre. Dragat, ce métier m'exaspère. Vas-y tout de même, tu n'en as pas pour longtemps. Je vais tenir ton repas au chaud. Dis, c'est quoi, exaspère? C'est ce qui agace ton père. Mange. Et Dragaric partit travailler sans entrain. Pour la 19e fois de la journée, Dragaric mit en déroute un valeureux chevalier et revint complètement épuisé. Tu as été long. Ce chevalier était-il coriace? Je n'en peux plus. J'ai le hoquet. Je mange trop vite et je n'arrive plus à cracher. Enfin, un peu de tranquillité. Dans ces conditions, cela devient dangereux. Dragat le dorlota et lui apporta le courrier du jour. Une lettre de cousin Dragaz. Je te la lis? Si tu veux, ma Dragatoune, je suis si fatigué. Bonjour à vous, cher cousin. Je vous envoie un sachet de tisane au chardon pour les enfants. Les journées sont un peu monotones et je n'ai pas beaucoup de distractions. Votre visite me ferait plaisir, je m'ennuie. Je vous espère en bonne santé. À bientôt. Baiser de feu, cousin Dragaz. Il s'ennuie, c'est un comble. Il s'ennuie. Mais comment fait-il? Allons le voir, mon dragounet. Et il nous dira son secret. D'accord. Prépare les enfants. C'est quoi son secret? C'est une chose qu'on ne sait pas. Et le petit dragon pensa que sa sœur ne savait pas grand-chose. Chez Dragaz, ils purent déjeuner paisiblement et Dragaric questionna son cousin. C'est bien simple. Je ne fais plus le dragon. Je passe mon temps à dormir au soleil et à cultiver mon jardin. Et les chevaliers, il n'y en a pas ici? Si, bien sûr, mais je ne m'en occupe plus. Et ils te laissent en paix? À l'entrée de la grotte, Dragaz a posé un écriteau. Le dragon est en vacances, revenez dans 6 mois. Et ils reviennent? Mais non, 6 mois pour un chevalier débordant d'envie de se battre, 6 mois c'est bien trop long. Alors il quitte la région et va se faire tuer ailleurs. Dis, c'est quoi, vacances? C'est quand on arrête de travailler et qu'on se repose au soleil, voilà. Dragat trouva que c'était un joli mot et aussi une bonne idée. Elle décida qu'elle aussi serait en vacances à partir d'aujourd'hui. Elle ne voulait plus passer ses journées à préparer des pâtés de hérisson ou des brochettes d'escargot, ni courir chercher de l'eau pour éteindre les feux que Dragaric allumait chaque fois qu'il éternuait. Elle en avait assez, elle était en vacances. Mais nous allons mourir de faim. Ma Dragatoune, sois raisonnable. Regardez, ce nuage de poussière là-bas, on dirait une armée en marche. Dragassan, suivi de sa sœur, s'élance pour voir ce qui se passe. C'est une armée de chevaliers. Ils partent en vacances à la croisade. Où c'est, la croisade? La croisade, c'est par là. Alors nous aussi, nous allons partir en vacances, mais de l'autre côté. Nous serons sûrs d'être tranquilles. Après un long voyage, ils trouvèrent une île. Une île avec beaucoup de rochers, une île déserte et sauvage, une île sans un seul chevalier. Ils vécurent longtemps au soleil. Ils apprirent à se régaler des algues et des richesses de la mer, et ainsi Dragat fut tout le temps en vacances. Parfois, elle préparait un pâté d'oursin juste pour le plaisir. Je sais pas à quoi ça ressemble la croisade, mais ici c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, sur l'île des Galapagos, on trouve des dragons qui ressemblent à ceux de cette histoire. Mais
c'est pas vraiment des dragons qui crachent du feu. Oh non! Père Castor, dormez-vous, dormez-vous, ouvrez vos mirettes, chaussez vos lunettes, Père Castor. Doucement, les enfants, je ne dormais que d'un œil. Mais où sont mes lunettes? Père Castor, ouvre les yeux. Tes lunettes, je les vois. Elles sont là. Sur ton nez. Oh. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui. Ouais. Est-ce que vous vous êtes bien lavé les oreilles? Oui, Père Castor, elles sont toutes propres et grandes ouvertes. Alors, asseyez-vous en rond et écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. La chèvre et les biquets. Il était une fois une chèvre blanche et 3 biquets. Ils habitaient cette petite maison-là. Un matin, partant pour le marché, la chèvre dit: Soyez bien sages pendant que je ne serai pas là. Fermez la porte et n'ouvrez à personne. Quand je rentrerai, je dirai « Ouvrez biquet et foin du loup ». Et je vous montrerai patte blanche sous la porte. Vous saurez que c'est moi et vous m'ouvrirez. Oui, maman, dirent les biquets. Et la chèvre s'en alla au marché. Elle ne savait pas que justement le loup était là, caché derrière le puits. Il avait tout entendu. Quand la chèvre fut loin, il s'approcha de la porte. Il frappa, pom, 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 et dit en imitant la voix de la chèvre: Ouvrez les biquets et foin du loup. Les biquets ne reconnurent pas la voix de leur mère. Le plus grand cria très fort: Montre-nous patte blanche et nous t'ouvrirons. Le loup regarda sa grosse patte noire, fit la grimace et s'en retourna bien attrapé. Mais en chemin, il rencontre son ami le renard. Tu n'as pas l'air content. Qu'est-ce que tu as? Regarde cette patte noire. Les biquets ne m'ouvriront que si je leur montre patte blanche. Que tu es bête. Va vite au moulin. Tu trouveras des sacs pleins de farine. Fourre ta patte dedans. Elle deviendra toute blanche. C'est une bonne idée. Il court au moulin, plonge sa patte dans la farine et revient à la maison de la chèvre. Il court, le loup, en se léchant les babines. Il frappe doucement et dit en faisant sa plus petite voix: Ouvrez biquet et foin du loup. C'est toi, maman? Montre-nous ta patte blanche sous la porte. Oh, la vilaine patte noire. C'est le loup. Va-t'en, va-t'en. Cette fois, le loup se met en colère. Ah, vous ne voulez pas m'ouvrir? Eh bien, moi, je vais enfoncer la porte et je vous mangerai quand même. Il colle à grands coups dans la porte. Baum, baum, tout tremble dans la maison. Les casseroles sur les murs, les verres dans le buffet. Les biquets, eux, tremblent de peur. Pourvu que maman vienne vite. Et juste à ce moment-là, la chèvre revient du marché. Elle voit le loup qui s'acharne contre sa porte. Elle pose son panier, galope vers la maison, tête baissée. Elle se lance sur le loup et, d'un grand coup de corne, elle l'envoie rouler jusque dans la rivière. Le loup se sauve dans les bois, tout mouillé. Ouvrez biquet et foin de loup. Elle glisse sa patte sous la porte. Les biquets ouvrent la porte et bondissent de joie. Je suis bien contente d'avoir des biquets si sages et si obéissants. Elle les embrasse bien fort et leur prépare un bon déjeuner. J'aime les histoires qui finissent bien. Est-ce que le loup aurait pu casser la porte? Si la chèvre n'était pas arrivée. Mais non, la maison de la chèvre était bien trop solide. Comme la porte de notre maison? C'est moi qui l'ai fabriquée. Quand tu étais un jeune castor? T'as vu
Comme elle est bien faite. Ah oui! Waouh! Voici les loups. Voici les dragons. Et voici les princesses. Et voilà notre château fort. Du calme, les petits. Et puis rendez-moi mon château fort. Est-ce que tu crois aux dragons? Est-ce que tu as peur des loups? Est-ce que tu as déjà rencontré des princesses? Allons, je ne peux pas répondre à toutes vos questions à la fois. Écoutez plutôt l'histoire que je vais vous raconter. Elle s'appelait Marie-Olga, mais on disait Marlaguette. C'était plus court et aussi plus gentil. Un jour qu'elle était allée cueillir des champignons dans les bois, une grosse bête sauta sur elle et l'emporta pour la manger. Une grosse bête grise avec des oreilles pointues et une grosse gueule rouge. Bref, un loup. Elle se débattait, elle se défendait, elle s'accrochait aux branches, Marlaguette. Et le loup qui l'emportait en était tout gêné. Je prends ça. Si bien qu'en arrivant à sa caverne, il se cogna le front contre la roche. Bien fait, bien fait. Pauvre petit loup. Oh, il est blessé. Elle alla tremper son mouchoir dans une source toute proche et fit un beau pansement sur la tête du loup. Puis elle ramassa des feuilles et des mousses dont elle fit un doux matelas. Elle planta même une large feuille de fougère en guise de parasol. Le loup revint à lui, il entr'ouvrit un œil, le referma aussitôt. Se garda bien de bouger, d'abord parce qu'il avait mal à la tête, et puis parce que c'était tout nouveau pour lui d'être dorloté. Et ma foi, pas désagréable. Marlaguette s'en alla sur la pointe des pieds et courut jusque chez elle. Elle fit un grand pot de tisane, mais les grandes dents du loup cognaient contre la tasse et sa grande langue laissait échapper la moitié du liquide. Il n'aimait pas la tisane, mais Marlaguette avait une voix si douce qu'il n'y avait qu'à obéir. Allons boire, vilain loup. Elle le soigna comme ça pendant 8 jours, puis elle l'emmena faire une petite promenade en marchant tout doucement pour ne pas le fatiguer. Un jet sautillait devant eux. Fais attention, il te croquera, Marlaguette. Tu crois ça? Attends un peu. Il était tout faible encore et aurait pu manquer son coup. Le lendemain, le jet revint. Marlaguette, il te croquera. Menteur! Il bondit et croqua le jet. Qui fut bien furieuse? C'est Marlaguette. Elle donna au loup une sérieuse fessée et ne lui parla plus de toute la promenade. Je le ferai plus. Il avait l'air si repentant qu'elle lui pardonna. À partir de ce jour, il ne mangea plus une seule bête vivante. Dans la forêt, cela se sut vite. Les oiseaux ne s'envolaient plus quand ils passaient sur les chemins et les petites souris caracolaient jusque sous leur nez. Le loup en avait l'eau à la bouche, mais il trottait sagement aux côtés de Marlaguette. Mais alors, qu'est-ce qu'il mangeait? Des framboises, des myrtilles, des champignons, des herbes, du pain que lui apportait Marlaguette. Hélas, à ce régime, il dépérit. Ce fut un vieux bûcheron qui le dit à Marlaguette. Un loup n'est pas végétarien, il faut qu'il mange de la viande. Il a besoin de ça. Il est en train de mourir, ton ami le loup. Marlaguette pleura beaucoup. Elle réfléchit toute une nuit, puis au matin... Je ne t'en veux pas. Va vivre au fond des bois comme vivent les loups. Alors la grande bête grise s'enfuit et croqua un lapreau et 3 musaraignes qui prenaient le frais au bord de leur trou. En peu de temps, le loup redevint fort et beau. Mais il ne tuait maintenant que lorsqu'il avait faim.
Et jamais plus il ne mangea de petit enfant. Parfois, de loin, entre les branches, il voyait passer la robe claire de Marlaguette, et cela lui faisait à la fois plaisir et tristesse. Et Marlaguette regardait souvent vers le fond des bois avec son doux sourire, songeant à cette grande bête de loup qui, pour l'amour d'elle, avait accepté pendant des jours de mourir de faim. Eh ben, si t'es méchant, j'irai toute seule. Allons, ne vous disputez pas pour ça. Père Castor, qu'est-ce qu'il faut emporter pour vivre dans la forêt? Une boussole pour pouvoir s'y diriger. Quelques provisions pour les premiers jours. Et ma poupée pour qu'elle reste pas toute seule. En voilà un programme. Est-ce que vous pensez rester longtemps dans la forêt? Mais tu sais, il y a des animaux qui passent toute leur vie dans la forêt. Je vais plutôt vous raconter l'histoire d'une petite fille qui aimait se promener seule dans la forêt. Boucle d'or. C'était une toute petite fille aux cheveux bouclés et dorés. Elle habitait avec sa maman une maisonnette près des bois. Boucle d'or, lui avait dit sa maman, ne t'en vas jamais seule au bois. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le bois. Un jour, comme elle se promenait au bord du bois, au bord seulement, Boucle d'or vit briller une jacinthe bleue. Elle fit 3 pas dans le bois et l'accueillit. Un peu plus loin, elle vit une jacinthe blanche, plus belle encore que la bleue. Elle fit 3 pas, l'accueillit. Et un peu plus loin, elle vit tout un tapis de jacinthe bleue et de jacinthe blanche. Elle y courut et se mit à faire un gros bouquet. Mais quand elle voulut sortir du bois, tous les chemins étaient pareils. Elle en prit un au hasard et se perdit. Elle marcha longtemps, longtemps. À la fin, bien fatiguée, bien triste, elle allait se mettre à pleurer quand soudain, elle aperçut à travers les arbres une très jolie maison. Toute contente, Boucle d'or reprit courage. Dans la maison, Boucle d'or vit 3 tables bien rangées. Une grande table, une moyenne, une petite et 3 chaises. Devant la grande table, une grande chaise. Devant la table moyenne, une moyenne chaise. Devant la petite table, une toute petite chaise. Sur chaque table, un bol de soupe. Un grand bol sur la grande table, un bol moyen sur la moyenne table, un petit bol sur la toute petite table. Boucle d'or trouva la maison très jolie. Elle sentit la soupe qui sentait bon et entra. Elle s'approcha de la grande table, mais elle était trop haute. Elle s'approcha de la moyenne table, mais elle était encore trop haute. Alors elle alla à la toute petite table qui était tout à fait juste. Boucle d'or voulut s'asseoir sur la grande chaise, mais voilà, la grande chaise était trop large. Elle essaya la moyenne chaise, mais crac, la moyenne chaise n'avait pas l'air solide. Enfin, elle s'assit sur la toute petite chaise, et la toute petite chaise était tout à fait juste. Boucle d'or goûta la soupe dans le grand bol, mais aïe, comme la soupe était brûlante. Elle goûta la soupe du moyen bol, mais quoi, elle était trop salée. Enfin, elle goûta la soupe dans le tout petit bol, et elle était tout à fait à point. Boucle d'or l'avala jusqu'à la dernière goutte. Boucle d'or se leva, ouvrit une porte. Elle vit 3 lits bien rangés l'un à côté de l'autre. Un grand lit, un moyen lit et un tout petit lit. Elle essaya de grimper sur le grand lit, mais il était bien trop haut. Le moyen lit, il était trop dur. Et enfin, elle grimpa dans le tout petit lit et il était tout à fait juste. Boucle d'or se coucha et s'endormit. Cependant, les habitants de la maison revinrent de promenade et ils avaient très faim. Un grand ours, un moyen ours et un tout petit ours. Quelqu'un a touché à ma chaise. Quelqu'un a dérangé ma chaise. Quelqu'un s'est assis dans ma chaise. Quelqu'un a regardé ma soupe. Quelqu'un a goûté ma soupe. Oh, quelqu'un a mangé toute ma soupe. Quelqu'un a touché mon lit. Quelqu'un est monté sur mon lit. Oh, regardez, il y a une toute petite fille dans mon tout petit lit. À ce cri, Boucle d'or se réveilla. D'un bond, elle sauta à bas du lit. Et d'un autre bond par la fenêtre. Les 3 ours, qui n'étaient pas de méchants ours, n'essayèrent pas de la rattraper. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas sa maman. Boucle d'or, tu as oublié ton bouquet de jacinthe. Prends le tout petit chemin à droite pour sortir du bois. Boucle d'or prit le tout petit chemin à droite et il conduisait bien vite hors du bois et juste à côté de sa maison.
Elle pensa, ce tout petit ours a été bien gentil et pourtant, je lui ai mangé sa soupe. Père Castor, tu nous emmèneras nous promener dans les bois? On pourrait faire des cabanes et tu nous apprendrais le nom des arbres. Ah, je vois bien que mon histoire vous a plu. Tu nous en racontes encore une autre? Non, pas aujourd'hui. Mais demain, je vous en raconterai d'autres, c'est promis.